Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix, qui vous accorde la parole dans cette tribune d'échange citoyen. Certains observateurs préconisent le dialogue inclusif comme la solution à la crise politique née à la suite des élections présidentielles et législatives de novembre 2011. Ce dialogue inclusif fait partie des recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba signé en février 2013, soutiennent ces observateurs. Mais une certaine opinion politique redoute que ce dialogue inclusif puisse favoriser un éventuel glissement du mandat du président de la République. D'autres, par contre, estiment que ce dialogue va notamment baliser la voie vers des élections apaisées, transparentes et constitutionnelles. Comment réagissez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, vous pouvez déposer vos commentaires et vous avez également la possibilité de nous appeler directement au 081 890 63 15. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Dieudonné Nyangasa est à la technique, Julie Feza Bongonda et Piro Elameji sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo. Félix Tshisekedi, honorable, cadre de parti, secrétaire national de l'UDPS, et d'autres vont encore plus loin au regard de vos différentes sorties politiques, vous qualifient de l'actuelle autorité morale. Vous vous sentirez à l'aise dans quelle qualité dans cette émission? Je suis secrétaire national aux relations extérieures. Voilà, honorable Félix Tshisekedi, l'actualité est dominée par ce que nous appelons le plaidoyer fait par bon nombre d'observateurs pour réclamer en tout cas le dialogue inclusif. Qu'est-ce que vous entendez par dialogue inclusif? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'IDPS monte au créneau pour réclamer à corps et à cri ce dialogue. Avant toute chose, je vous remercie pour votre invitation. Ça me permet ici, en tout cas, de clarifier les choses au niveau de l'opinion. Il faudrait savoir d'abord au sujet du dialogue que celui-ci n'est pas une invention de l'UDPS. Celui-ci, le dialogue donc, est une initiative émanant de la communauté internationale qui, d'abord, a réuni plusieurs chefs d'État de la région, en tout cas, et même du monde, pour essayer de trouver une voie de sortie à la crise, d'abord des Grands Lacs, mais aussi de la République démocratique du Congo dans son entièreté, parce que après les élections de 2011 tant contestées, vous savez que il y a eu énormément de choses. Et donc, il y a eu ce qu'on a appelé la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui a généré depuis lors au moins 3 résolutions, la 2098, la 2147 et plus récemment la 2211. Et dans toutes ces 3 résolutions, le mot dialogue revient, et même au niveau pratique, cela s'est matérialisé par des rencontres l'année dernière, presque à la même période qu'aujourd'hui. Initié par la MONUSCO, donc M. Kobler, qui a invité certains leaders de formation politique de tous bords, et qui a organisé ce qu'on a appelé à l'époque la table ronde autour de lui, autour de la MONUSCO, et dont la préoccupation était de voir dans quelle mesure on pourrait avoir des élections en 2016 qui soient apaisées et crédibles. Alors, au regard de l'évolution politique de notre pays, en 2005, l'UDPS, en tout cas, demande à tous ces militants de ne pas se faire enrôler. Plusieurs d'entre eux ont été vraiment hors course pour les élections 2006. En 2011, l'UDPS restait surface pour participer, toujours dans les conditions qu'il a toujours décriées en 2005, aux élections de 2011. Aujourd'hui, c'est vrai, disons entachés, après avoir recueilli les avis des uns des autres qui étaient attachés d'irrégularités, ça c'est tout le monde qui l'a dit, mais nous allons tout droit vers les élections de 2016,
certains partis politiques de l'opposition ne partagent pas, à ce jour, en tout cas, la position de l'IDPS de pouvoir aller au dialogue. Est-ce que vous partagez cet avis ou peut-être vous avez un autre argument par rapport à cela? Aller, c'est une condition sine qua non pour qu'il y ait vraiment des élections apaisées en 2016? Aller au dialogue, oui. Oui, nous pensons que le dialogue, la vertu de ce dialogue, en tout cas, l'avantage du dialogue, c'est qu'il peut permettre de baliser la voie et d'éviter toutes les tâches que nous avons connues en 2011. Nous avons d'ailleurs à ce sujet proposé une feuille de route à toute la communauté internationale. J'en sais quelque chose parce que j'ai fait la ronde de toutes les représentations diplomatiques ici pour en discuter avec mes interlocuteurs. Donc c'est pour vous dire que nous sommes vraiment en pointe, de ce dialogue. Nous savons, parce que nous avons étudié la question, que c'est la voie la plus sûre, en tout cas, quel doit être le contenu d'arriver de ce dialogue, à la solution politique apaisée. Pardon? Quel doit être le contenu de ce dialogue? Ben voilà, dans la feuille de route, nous parlons du contentieux électoral 2011 qu'il faut absolument vider, parce que vous voyez, avec ce qui s'est passé en 2011, beaucoup de nos compatriotes sont découragés. Donc, si demain il y a une autre joute électorale, ils auront du mal à y aller s'ils pensent que les cartes sont toujours restées les mêmes, et donc ça ne va pas vraiment susciter de l'engouement. Donc, il faut vider le contentieux 2011 et surtout élaguer toutes les tares, toutes les embûches qu'il y a sur le processus électoral. Ça, c'est le deuxième point. Ça, c'est le plus important. Il faut vraiment baliser la voie afin que nous ayons en 2016, ou même avant, aux échéances qui arrivent ici, si elles sont organisées, des élections apaisées et surtout crédibles. Et enfin, au dialogue, il faut régler le problème de Joseph Kabila, parce que il est censé ne plus être dans la course politique après 2016, donc il faut qu'on sache il doit se prononcer au lieu d'entretenir ce flou qui est aussi à la base de l'instabilité. Je crois que la question a été déjà traitée largement au niveau du Parlement avec la loi électorale. Je crois que c'est plus d'actualité. Oui, mais vous savez très bien que dans son camp, il y a personne qui s'est déjà désigné comme son dauphin, parce qu'évidemment, on a interdit ça. Au niveau de l'opposition, il n'y a pas déjà un candidat. Non, mais chez nous, c'est bien qu'on ira à la cour. Chez nous, le sortant, c'est lui. C'est pas, on trouve pas de sortant chez nous, on n'a pas à se définir de ce côté-là. Non, au niveau de dans son camp qu'il doit. Oui, parce que s'il faut qu'il y ait l'alternance, déjà au niveau de l'opposition, il faut qu'on sente quand même qu'il y a déjà une organisation aussi. Mais jusque-là, vous avez difficile, vous, au niveau de l'opposition, de vous réunir ensemble. Mais pourquoi est-ce que c'est une obligation qu'il y ait un candidat unique au niveau de l'opposition? Ce n'est pas une obligation. Vous savez bien que l'opposition est formée de plusieurs partis politiques qui ont des projets de société, des programmes de gouvernement à proposer. Donc si maintenant nous tombons d'accord, on trouve un consensus sur un candidat unique, tant mieux. Mais si ça ne se fait pas, que la démocratie soit ainsi. Donc il n'y a vraiment pas de problème à faire là-dessus. Mais je pense que le plus important n'est pas de savoir si l'opposition a ou n'a pas un candidat unique. Le plus important, c'est qu'on puisse parler, qu'on puisse échanger, et c'est le cas à l'opposition. Nous échangeons, nous avons des positions certes divergentes, mais nous échangeons entre nous, et voilà, c'est l'essentiel. Un jour, ça débouchera peut-être sur un programme commun, parce que vous savez, le scrutin le mode d'élection ici est à la proportionnelle, donc un parti politique seul ne peut pas avoir la majorité de sièges au Parlement. Donc forcément, ça passera par des coalitions et donc des discussions avant la coalition. Donc forcément, ça viendra, mais c'est pas urgent, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contexte. Le contexte doit être apaisé. Le contexte doit être rassurant pour tout le monde. C'est ça. Et ça, le dialogue peut nous le produire. Et avant de parler de ce que nous connaissons tous dans l'actualité, mais nous avons vu par plusieurs fois que vous vous engagez dans une certaine position à l'interne au niveau de l'IDPS. Déjà, les gens ne partagent pas votre point de vue. En ce qui concerne même les dialogues, il y a certains avis qui sont contraires. Oui, mais ça, la démocratie, moi je dirais c'est tant mieux. Pourquoi est-ce qu'il faut une pensée unique? Un parti politique ne doit pas être une pensée unique. La seule chose que je regrette, moi, c'est que, ce débat transparaisse sur la place publique et donc, fasse les choux gras, soit des journalistes en mal
positionnement ou de certains adversaires politiques. Mais le débat doit demeurer au sein du parti. Nous devons avoir des points de vue divergents parce que c'est de ce choc de points de vue que jaillira un point de vue, la lumière, donc un point de vue définitif. Donc c'est normal. Est-ce que vous avez peut-être une idée sur les choix portés aujourd'hui, en tout cas au regard des contacts qui sont déjà amorcés pour soit l'éventuelle organisation de cette tenue de dialogue, MLC, UNC, UDPS seulement, pas d'autres partis? Est-ce que vous avez une idée pourquoi les choix de ces trois partis? Mais non, pourquoi vous parlez de choix ici? Je crois que c'est M. Joseph Kabila qui a voulu envoyer un émissaire vers des partis politiques que lui considère comme étant les plus influents, je suppose. C'est pour ça que M. Kalev, pour ne pas le citer, est venu vers nous. Maintenant, c'est pas à nous de demander à savoir pourquoi est-ce qu'il nous a choisis et pas d'autres. Parce que, d'ailleurs, selon notre entendement, ce n'est pas M. Kabila qui organise le dialogue, c'est tout l'égide de la communauté internationale que cela se fera. Donc lui, il a le droit aussi de consulter, de voir ce qu'il veut, comme c'est le cas aussi pour nous. Le moment venu, nous verrons aussi qui nous voulons. Donc on n'a pas... Voilà. 081 890 63 15 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres haies, débarquer à Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi. Parole aux auditeurs. Nous ouvrons les standards avec vous. Serge, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Serge. Bonjour Radio Okapi, bonjour auditeurs congolais mondial. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette thématique? Ok, je tiens à saluer l'invité. Et merci pour le choix. Je voulais en fait présenter quelques préoccupations. Je pense que la plupart des Congolais vont se retrouver peut-être dans mes craintes à moi. La première des choses, je trouve que les craintes de l'invité ou d'une certaine classe politique se justifient vu la médiocrité de la classe politique congolaise. S'il vous plaît, il est connu que monsieur le président sortant Joseph Kabila ne se présentera pas aux élections prochaines si nous devons suivre les textes qui régissent la République démocratique du Congo. Ça, c'est une chose. Il n'y a même pas à pousser des craintes sur ça. Il n'y a même pas à vouloir tergiverser si on doit rester humain et rester logique dans ce que nous sommes en train de faire, si on a la volonté d'aider la RDC. Voyez l'exemple de la Zambie. Qui arrive au bout de son mandat, organise les élections, si notre personne prend les pouvoirs, il se retrouve dans un stade, ils se font des accolades, et la nation continue à vivre. Si aujourd'hui nous voyons que l'IDP ou d'autres partis politiques préfèrent aller au dialogue, c'est parce qu'ils ont des craintes. Peut-être des craintes justifiées qu'on peut comprendre, oui. Moi je ne trouve pas pourquoi ils doivent craindre, parce que si on doit respecter ces craintes-là ne se justifient pas. Le président de la République, lors de son premier mandat, est descendu, je l'ai suivi à Lubumbashi, poser la question au peuple congolais s'ils étaient pour les dialogues ou pour les élections. Nous avons tous accepté la voie des élections. Donc les dialogues, là, ce sont peut-être des politiciens qui veulent se retrouver pour leurs intérêts égoïstes. Mais la population se retrouve dans les élections et non pas dans les dialogues. Merci beaucoup Serge. Pour vous,
le dialogue n'est plus opportun, d'autant plus que cela ne peut constituer simplement une occasion pour les politiques de se positionner. Maître Lumbu, vous êtes à Goma, bonjour maître. Bonjour Pierrot. Voilà, c'est plutôt JR, Maître Lumbu, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais de prime abord saluer l'invité ainsi que le milieu d'auditeurs de la radio Okapi. De prime abord, je voulais dire que le dialogue en politique est une valeur républicaine qu'il faut saluer. Cependant, la manière dont le dialogue est en train d'être présenté par un certain nombre d'acteurs politiques inquiète de plus en plus la population qui se prépare pour ça à l'alternance politique à travers les élections et non pas à travers les dialogues. Lorsque nous faisons par exemple la lecture de la résolution 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui invite les parties prenantes au processus électoral en RD Congo à favoriser le dialogue, eh bien, ce dialogue concerne exclusivement les préparatifs sur les élections législatives et présidentielles de 2016. Mais moi, je suis sidéré de constater qu'il y a un certain nombre de partis politiques d'opposition qui conditionnent la participation aux élections provinciales, même locales, à la tenue de ce dialogue. Et moi, je me dis que ça devient comme une sorte de récupération. Nous pensons que le fait pour un certain nombre de partis politiques de demander des dialogues ne doit pas être une occasion pour donner lieu à un glissement du mandat du président de la République. Nous savons qu'il y en a ceux qui sont en train de soutenir que dans ce dialogue, il faut vider la question du contentieux électoral de 2011. Nous pensons que cette façon de faire, qui est soutenue d'ailleurs par l'UDPS, ne permettra pas à ce que l'on puisse demander au président Kabila de partir à travers les élections. Cette façon de faire permettra tout simplement une transition qui permettrait encore au président Kabila de rester à la tête du pays, alors que la population congolaise dans son entière ne rêve que de l'alternance politique en 2016. C'est pourquoi nous pensons que les acteurs politiques doivent mettre de l'eau dans leur vin. Ce dialogue, certes, comme nous l'avons dit, est une valeur républicaine, et ce dialogue paraîtra important si et seulement si il faut parler des préparatifs pour qu'on aboutisse à des élections apaisées. Mais la question de éviter les contentieux des élections de 2011 et qui intéresse au premier point l'UDPS, de notre point de vue, nous pensons qu'il s'agit d'un jeu qui permettra tout simplement à ces acteurs politiques également de se retrouver et prolonger la présence du président Kabila à la tête du pays, alors qu'en 2015, la population congolaise dans son entièreté rêve de l'alternance de nouvelles autorités, d'un nouveau président de la République, de nouveaux députés nationaux, de députés provinciaux ainsi que de sénateurs. De telle sorte que nous pensons qu'il y a quelque part une mauvaise interprétation de la résolution 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui certes recommande ou invite le parti prenant au dialogue, mais encore que c'est une invitation, ce n'est pas une obligation pour le parti prenant de le faire. Ça veut dire que les partis prenants peuvent ne pas faire ce dialogue, surtout pour les élections provinciales et locales qui doivent avoir lieu cette année. Nous ne pensons pas que ce soit juste pour certains partis politiques de conditionner leur participation à la tenue de ce dialogue-là. Mais pour l'année 2016, il est évident qu'il puisse y avoir un dialogue, mais un dialogue qui ne devrait se limiter qu'aux préparatifs des élections et non pas à la question d'éviter les contentieux électoraux de 2016. Je pense que ça tirera à longueur. Et ça permettra merci beaucoup, Maître Lumbu. Pour le troisième mandat. Merci beaucoup, Maître Lumbu, pour vous. Dans les contenus de ces dialogues, si vraiment cela vaut son pesant d'or, il faut écarter l'idée d'évider d'abord les contentieux 2011 parce que c'est déjà le passé. Il faut penser à l'avenir maintenant. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Omar. Voilà, désolé, on a un petit souci avec la ligne de Monsieur Omar. On est dans ce studio avec l'honorable Félix Tshisekedi qui venait de suivre ces deux interventions, la première de Serge et la seconde de Maître Lumbu. Comment vous réagissez? Je réagis d'abord par dire que effectivement il y a des préoccupations et si nous avons demandé le dialogue, c'est parce que je crois que nous sommes en tout cas parmi les mieux placés pour savoir qu'en 2011 les choses ne se sont pas bien passées. Voilà pourquoi il faut se concerter, il faut dialoguer pour que le processus électoral cette fois-ci ne soit pas une occasion de dénombrer des morts, mais qu'il soit une occasion de réjouissance, parce que comme a dit le dernier intervenant, il faut qu'on voit
un nouveau chef d'État entrant avec suite au suffrage qu'il aurait récolté de la population. Donc là, je voudrais vite préciser quelque chose. Le dialogue que nous réclamons, je crois que beaucoup, j'ai l'impression qu'on n'ont pas lu notre feuille de route. Dans la feuille de route que nous proposons à la communauté internationale et nationale tout entière, nous disons très bien, nous avons même un chronogramme. Pour nous, le dialogue ne peut durer en tout et pour tout que 10 jours. Donc même si nous parlons de vider le contentieux électoral, on ne vide pas le contentieux électoral pendant une année. C'est un constat que nous devons faire. Et ici, moi, je pense qu'il faudrait envoyer un signal fort. Nous ne demandons pas, en tout cas, là, je parle vraiment en mon nom personnel. Je ne pense pas que ce soit là une occasion de dire bon, Kabila va descendre et puis on va organiser une transition, etc. Non. Je pense que il nous reste moins de 24 mois avant les échéances. Le but ici, c'est de ne pas arriver à un glissement. Ça, vous devez savoir, quand à l'UDPS nous réclamons un dialogue, ce n'est pas justement pour arriver à un glissement, au contraire même, c'est d'empêcher ce glissement. Parce que nous savons très bien que M. Joseph Kabila, qui a tenté de toucher à la Constitution dans un premier temps, qui a tenté avec le recensement d'essayer de récupérer la situation et donc de prolonger son bail, et ensuite, plus récemment avec la loi électorale qui a échoué. Donc, nous pensons que la seule occasion qui lui reste maintenant, c'est d'obtenir un glissement. Et le dialogue, pour nous, c'est une occasion de ne pas arriver à ce glissement. Nous avons déjà un calendrier qui a fixé la date des élections présidentielles et législatives. Maintenant, il faut simplement que le dialogue permette, comme l'a dit d'ailleurs le dernier intervenant, de baliser la voie pour avoir des élections, parce que ce sont les plus importantes, crédibles et soit apaisées et crédibles. Et tout cela, je le dis, j'insiste, dans le respect des délais constitutionnels. Donc à l'UDPS, nous n'avons absolument pas l'intention d'offrir la perche à qui que ce soit pour obtenir un glissement. Nous ne nous inscrivons pas dans ce schéma, et non plus dans le schéma où que j'ai entendu dire ci et là, d'un éventuel partage de pouvoir. Nous ne partagerons pas le pouvoir, d'autant plus que c'est un régime finissant, un pouvoir finissant. Il faudrait simplement baliser la voie. Alors, une inquiétude, en quoi ces dialogues sera-t-il différent des concertations nationales? Ben déjà, il n'y aura pas de perdième. Déjà, ça ne va pas s'inscrire dans la durée comme on l'avait un mois. Pour nous, 10 jours suffisent pour parler des vrais problèmes. Et les vrais problèmes ici, c'est lesquels? J'ai parlé du contentieux parce qu'il faut envoyer avec combien de participants? Ça, le format. Vous savez, nous avons ramené le problème de la classe politique. En fait, ça, dans l'histoire de la République, vous verrez que ça a toujours été le même problème. En réalité, la classe politique est bipolarisée. Il y a ceux qui sont au pouvoir et qui veulent le statu quo, et il y a d'autres qui s'opposent à le changement, qui veulent l'alternance. Donc, nous avons bipolarisé cela. Donc, il y a d'un côté le camp de Joseph Kabila qui considère qu'il a été élu, qu'il est aux affaires, et de l'autre le camp d'Étienne Tshisekedi qui revendique le droit d'avoir été élu en 2011, d'avoir été déposé. Pas seulement d'Étienne Tshisekedi, mais de plusieurs autres membres qui... Quand je dis ça, donc je donne les deux meneurs, mais ensuite il y a ceux qui sympathisent à cette cause, à la cause d'Étienne Tshisekedi ou à la cause de Joseph Kabila. Donc c'est comme ça que nous voyons les choses. Et ensuite, pour éviter l'expérience malheureuse de 2011, il faut discuter des sujets qui fâchent. Donc, qu'est-ce qui fâche ici? C'est le processus électoral. Et là, je disais tout à l'heure, en dehors du fait qu'il faut régler le contentieux, régler le contentieux, j'entends envoyer un signal à la population pour que ces gens retrouvent la fierté, la joie d'aller aux élections. Et enfin, il y a le processus électoral lui-même. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a le fichier électoral qu'il faut remettre à jour. Il y a les nouveaux électeurs qu'il faut incorporer dans ce fichier électoral. Il y a le problème même du scrutin le jour. Et vous êtes sûr que dans 10 jours, on va le faire. Vous savez, c'est juste une redéfinition des choses, un recadrage. Et puis, le reste, on va revenir à vous, Félix Tshisekedi. Le temps de repasser à nouveau au standard avec Maître Sonville, Maître Omar et Madame Joséphine de Boston aux États-Unis. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Bonjour, M. JR. Bonjour à tous les militants d'Okapi. Bonjour à M. Félix Tshisekedi.
Bonjour. Oui, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, M. JR, j'estime que c'est une préoccupation pour tout le monde d'aller vers des élections apaisées et crédibles. Mais par rapport à la feuille de route qui a été produite par l'UDPS, j'estime que avec comment vider les contentieux électoraux. C'est-à-dire vider les contentieux électoraux, c'est dire que M. Kabila doit abandonner le pouvoir et le remettre à M. Kabila. Mais ça prendra combien de temps? C'est là où je pose le problème. Ça prendra combien de temps? Et il faut refaire le tout à zéro. À ce moment-là, nous irons au tribunal. Et ça va poser encore d'autres problèmes. Mais néanmoins, j'ai eu la peine de suivre M. Félix sur votre chaîne à Kisangani. Il y a quand même un avis contradictoire, un avis divergent dans le parti. Lui, au niveau de Kisangani, il a estimé que nous devons aller aux élections même provinciales et consorts et nous devons déposer nos candidatures. Et de Mapungu, il y a eu un autre avis. Est-ce que c'est de cette manière que nous aurons au dialogue sans pour autant être sur la même onde? Ça, c'est une préoccupation. De poids. M. Félix Tshisekedi, il dit que M. Kabila doit accepter au cas où ce dialogue-là n'est pas accepté. Au cas où il n'arrive pas à avoir les titres de M. Kabila, puisque c'est la communauté internationale qui doit présider ce dialogue-là. Au cas où dans le cas du pouvoir, on refuse, on répond par un non. Qu'est-ce qu'il y aura par après? Puisque ce dialogue-là est très important pour tout le monde. Or, si longtemps que le calendrier est déjà sorti, et que les élections provinciales et municipales, tout ça, ont déjà été prononcées. Et nous sommes au stade du dépôt des candidatures. Allô? Oui, allô? Oui, nous sommes en phase de dépôt. Allô? Oui, vous avez dit le dépôt des candidatures. Oui, nous sommes au stade du dépôt des candidatures. Et l'UDPS n'a pas encore déposé les candidatures. Vous ne voyez pas que les mêmes erreurs-là, que l'UDPS a commis, pas encore de répercuter dans le parti. Nous donnons la voie, nous donnons la voie au pouvoir de prendre encore tous les pièges. Lui, à son niveau, comment est-ce qu'il compte révolutionner ces problèmes? Merci beaucoup, M. Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi. Maître Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde qui nous suit en cet instant. Vous avez la parole, Maître Omar. Merci beaucoup, JR, de la parole par m'a publié. Avant d'entamer ou d'attaquer le sujet du jour, je voudrais vraiment exprimer une inquiétude. Je voudrais me poser la question comme question, savoir, en ce 21e siècle, dans quelle partie du monde sommes-nous? Quel gouvernement est le nôtre? Quel homme politique avons-nous? Aujourd'hui, on veut un dialogue. Nous ne refusons pas parce que le dialogue est important. Mais lorsqu'on a convoqué les concertations nationales, eux-mêmes qui ont refusé, aujourd'hui veulent le dialogue. Je voudrais que tout le monde se demande pourquoi ils veulent le dialogue. Là, je dénonce l'immaturité politique des hommes congolais. Je voudrais m'adresser personnellement à M. Félix Tshisekedi. Nous ne sommes pas dupes, nous sommes matures et la jeunesse nous suit. Votre cas a traité clairement avec son leader comme président de l'État. Allez-vous dialoguer à tant qu'opposant ou à tant que gouvernement en place? Nous avons des images et l'histoire est têtue. On n'en craigne pas, mais on en tire les conséquences. Il faudra être constant dans la vie, M. Félix. La constance, comme le disait Rousseau Code, est une façon de conserver la dans les cœurs. Je ne suis pas contre les dialogues, mais je fustige la prise de position des hommes politiques congolais. Ça sera le 15 juillet. Nul ne peut ignorer un ces jours que nous nous approchons du procès électoral, que nous voulons tous apaiser, mais il faut aussi dénoncer quelque part des tensions politiques qui peuvent, n'est-ce pas, emboîter ou déranger ces processus. Et par rapport à cela, je pense qu'il est opportun et nécessaire de dialoguer. Pourquoi? Premièrement, c'est le temps sociologique. Personne ne peut ignorer à ce jour que, malgré les dialogues que nous avons eus dans ces pays, il y a encore des conflits ethniques, des conflits entre hommes politiques, il y a une certaine discordance cognitive entre la CENI et les hommes politiques. Donc, au nom de cette raison, il faut qu'on dialogue. Et deux, sur le plan politique, nous nous approchons des élections. Et on ne peut pas organiser des élections apaisées, soit-elles, si les gens qui sont participants directs ne sont pas d'accord. Je fais allusion aux hommes politiques qui sont éventuels candidats, ainsi que la structure organisatrice. Dans ces cas, je pense qu'il est important de dialoguer. Mais hier, je voudrais finir par soulever quelques inquiétudes. Rapidement. Interroger l'histoire politique du Congo. Je voudrais commencer dans un truc jusqu'à ce jour. Combien de dialogues avons-nous eu que même l'UDPS a participé? Aucun de ces dialogues n'a abouti à une solution escomptée. Ma seule crainte est que nous puissions encore faire un dialogue qui n'aboutit à rien, qui soit plutôt animé des manipulations politiciennes. Deuxièmement,
Nous avons toujours remarqué que lorsqu'on veut un dialogue, ce n'est pas pour le bonheur du peuple congolais, c'est plutôt pour le bonheur des partisans. Et pour attirer le hier, je voudrais dire à tout le monde que le dialogue n'est pas mauvais. Baditer disait un homme politique français, le dialogue est la garantie des grands. Je salue le courage de l'UDPS et des autres, ainsi que de la majorité. Mais c'est que nous voulons que ce dialogue soit pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà pourquoi je voudrais demander. Voilà, rapidement. Politique, c'est fini par là, d'avoir la volonté politique. Il ne suffit pas de dialoguer. Il suffit de trouver la solution pour les élections apaisées, puisque sur les calendriers, il ne faut pas aller là-bas pour les intérêts politiciens. Merci beaucoup, Maître Omar. Pour le seul bonheur du peuple congolais. Merci beaucoup. Ne pas dire non parce qu'on est opposant, ou dire oui parce qu'on est de la majorité, mais tenir compte du peuple souverain. Le dialogue est bon, mais il faut le faire dans le seul souci du peuple congolais. Merci beaucoup. Madame Joséphine, vous êtes à Boston, aux États-Unis. Bonjour, madame. Bonjour Radio Okapi, merci de m'avoir donné la parole. D'emblée, je vais dire ceci. Je vais rentrer un peu à l'histoire de nos élections au Congo. En 2006, il y avait les élections. L'UDPS n'avait pas participé. Tout le monde a parlé. L'UDPS n'a pas participé. Tout le monde n'a même pas parlé. Tout le monde a condamné. En 2011, nous avons eu les élections. On sait qui a gagné les élections. C'est M. Tshisekedi qui avait gagné les élections. Non, madame. Le nouveau président qui dirige. Mais non, nous voulons aller aux élections. Moi, je vais faire comprendre aux auditeurs et tous les Congolais ce qui se passe maintenant là. L'UDPS ou bien l'opposition est en train de faire ce qu'on appelle le contre-poids. Quand on mesure quelque chose, il faut qu'il y ait le contre-poids pour balancer. C'est ce que l'opposition ou bien le ou bien l'UDPS est en train de faire. Les gens ne peuvent pas refuser le contre-poids. Concernant nos politiciens, le Congolais mérite ces politiciens-là. C'est comme un arbre de manguier, tout arbre. Le manguier donne une mangue. Alors, le politicien congolais, nous les méritons, parce que nous les laissons faire ce qu'ils veulent. Moi, ce que je vais poser comme question à M. Philippe, c'est est-ce qu'il y a le temps de dialoguer? Est-ce que nous avons le temps de dialoguer? Et si nous allons au dialogue, le contre-poids là que je suis en train de parler doit se faire. Tout le monde doit avoir le contre-poids, comme ça nous avons le poids qui se balance. Merci beaucoup, Madame Joséphine. Mais il faut noter qu'en 2011, la CENI avait bel et bien publié les résultats et il y a eu certains politiques qui avaient même saisi la Cour suprême pour en fait réagir par rapport aux élections. Donc cette matière a été déjà vidée et aujourd'hui il y a un président en place et je crois que son mandat touche à la fin en 2016, donc jusqu'avant les élections prochaines, il est encore là. Merci beaucoup, Madame Joséphine. Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Bonjour, je salue votre Voilà, vous avez la parole, Maurice. Je commence par dire ceci. Vous savez que un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Et lorsque même la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances, c'est que je suis en train de réaliser. En fait, les échecs ou même la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, je pense que la population est vraiment responsable dans sa grande majorité. Alors, ici, il s'agit d'un texte, d'un traité international. Vous avez rappelé juste au début de l'émission les contextes politiques et les contextes juridiques. Les contextes politiques, vous avez dit que c'est suite aux élections chaotiques de 2011 que l'initiative a été prise par la communauté internationale. En fait, il y a eu 11 pays plus 4, donc 4 organisations internationales dont l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et la CNG, qui ont signé ces documents. C'est-à-dire que moi je pensais que les juristes qui m'ont précédé devraient d'abord faire une interprétation en fait juridique du texte. Au lieu de se nager, de comprendre c'est quoi les dialogues? C'est un traité international qui est au-delà même de loi. C'est l'article, je crois, 215 de la Constitution qui stipule que les traités, les accords internationaux ont une autorité supérieure après les lois.
C'est-à-dire, dès lors que cet accord a été signé, nous avons l'obligation de l'exécuter. Alors, dans cet accord, il y a eu 6 engagements pour la RDC. Donc, les dialogues, nous parlons aujourd'hui, la démocratisation, et ces dialogues. Oui, Maurice, mais vous êtes sans ignorer qu'il y a eu un dialogue qui s'est tenu à l'RDC il y a 2 ans, les concertations nationales. Je dois vous rappeler que Madame Robinson, que vous avez suivi plusieurs fois, relayé même par votre radio, et M. Roustengol, chargé de l'ONU comme des États-Unis d'Amérique pour la région des Galates, avait cité clairement ces concertations. Ils ont dit clairement que ces concertations ne se conformaient pas au dialogue de l'accord cadre d'Addis Abeba. Donc, c'est pas votre série. Ils ont dit tout clairement. Merci. Merci beaucoup, Maurice. 081 890 63 15 pour votre intervention en direct. Au Capitole, du mercredi à jeudi de 21h à minuit, le vendredi de 23h à minuit et le samedi Mégamix de 19h à minuit. Au Capitole New Wave, tous les mercredis de 21h15 à 22h, c'est la découverte des nouveaux talents, des nouveaux sons, des Congolais ici et d'ailleurs. Parole aux auditeurs. Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Félix Tshisekedi, vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'appréhension par rapport à la position actuelle de certains observateurs politiques qui réclament le dialogue. Qu'est-ce que vous répondez aux uns et aux autres? Oui, d'abord par rapport au contentieux. Lorsque l'UDPS parle de vider le contentieux, c'est de faire de sorte que nous demandons en fait à ce que plus jamais le scénario catastrophe de 2011 revienne. C'est ça que nous entendons par vider le contentieux. Nous ne demandons pas... vous ne réclamez pas qu'on puisse... mais si cela arrive, parce que, attention, cela peut aussi arriver que le mandat de Joseph Kabila que nous contestons soit remis en cause, à ce moment-là, nous verrons bien. Nous verrons s'il faut proposer une transition. Mais alors là, sans Joseph Kabila, parce qu'il aura exercé un mandat que nous contestons, donc, et donc, évidemment, il y aura une transition qui mènera à des élections crédibles, etc. Mais est-ce que c'est cela qui va arriver? Le scénario, Dieu seul le connaît. Pour le moment, nous parlons de vider le contentieux. Nous n'allons pas passer notre vie à parler de ce contentieux. Mais le signal ici, ce que je voulais dire, c'est que nous voulons envoyer un signal fort à la population, lui dire que les élections, c'est une étape importante dans la vie citoyenne, dans la vie d'un État, et que les prochaines élections ne se passeront pas comme les précédentes et qu'il faut aller massivement élire ses représentants. Et pour ça, il faut qu'il y ait un débat sur ce qui s'est passé en 2011. Voilà ce que nous entendons. Contradiction entre vous et la Vongo. Les contradictions, d'abord ici, j'aimerais dire que c'est quelque chose de tout à fait inhérent aux partis politiques. Il ne faut pas faire semblant de croire que dans tous les partis politiques, ça se passe comme dans un long fleuve tranquille. Ce n'est pas vrai. Dans un parti politique, il y a toujours des divergences de vues. Ce que je regrette évidemment, c'est que cela ait pu transparaître dans les médias, sur la place publique. Mais aujourd'hui, bon, les choses, les pendules ont été remis à l'heure, donc est-ce qu'il y a une décision? Il n'y a plus de problème, et l'UDPS ira aux élections. Aux élections locales, provinciales? Nous irons à toutes les élections. D'abord parce que c'est une option qui a été levée par notre congrès en 2010. Nous avions à ce moment-là décidé de participer à toutes les élections. Est-ce que le président s'est prononcé depuis Belgique? Mais je vous le dis, ici je le dis sans crainte d'être menti ou contredit, le président a même donné mandat au secrétaire général du parti d'accréditer les candidatures qui seront déposées au nom de l'UDPS. Donc, nous irons aux élections, ça c'est clair. Alors, j'ai entendu un auditeur parler
oui, voilà, il parlait des candidatures, si l'UDPS fait la chaise vide, etc. Mais je crois que il peut être apaisé, il peut être tranquille. L'UDPS participera, nous ne ferons pas nous n'accorderons pas la part du lion à ce pouvoir finissant, en lui laissant donc le loisir d'occuper comme ça le terrain quand nous participerons à ces élections, même si nous savons que tout a été fait pour nous décourager, nous pousser à rester en dehors. Mais cette fois, mal leur en prendra parce que nous allons participer à ces élections. Alors, il y a un auditeur qui parle de différence entre dialogue et concertation. Je crois que le dernier intervenant a été très clair. Je crois que nous n'allons pas revenir dessus, oui. Maurice, oui, très clair. Et moi, je rajouterais peut-être, parce qu'il a cité M. Fengold et Mme Robinson, que j'ai eu l'honneur de rencontrer ici l'année passée, donc après les fameuses concertations. Et ce sont ces représentants de la communauté internationale qui nous ont ramené cette initiative qui propose le dialogue. Donc ça signifie que même à leurs yeux, les concertations n'étaient, comme nous le disons, n'étaient qu'une messe noire qui rassemblait les partisans de Joseph Kabila dans le but d'élargir ce qu'ils ont appelé abusivement leur majorité. Donc ça n'a rien à voir avec un quelconque souci de mieux faire. D'ailleurs, vous savez que dans ces concertations, c'est là qu'ils ont levé l'option du recensement. Mais le recensement n'était qu'une stratégie destinée à retarder les échéances électorales. Et en plus, ils ont levé l'option ils ont mis la pression pour que le découpage arrive. Mais le découpage, aujourd'hui, nous estimons qu'il est maladroit. Il est porteur en lui-même des germes de conflits. Et les conflits ont déjà commencé. Donc, nous disons que ces concertations, ce n'était qu'une messe noire destinée à prolonger le mandat déjà contesté. Donc il faut déjà arrêter l'hémorragie avant qu'il y ait tension. Voilà pourquoi il faut rectifier le tir par le dialogue. Et le dialogue, ce ne sera pas d'abord une messe noire, parce que ça ne réunira pas les partisans. Mais les partis qui ne vont pas prendre part à ces dialogues. Nous y reviendrons, mais il faut d'abord que je précise quelque chose, parce que je vois que c'était le second intervenant qui a parlé de l'UDPS qui s'était proclamé par son candidat président de la République, etc., qui a prêté serment, ce qui est vrai, et pourquoi est-ce qu'on rediscute, etc. Mais vous savez très bien dans quelles conditions cette prestation de serment s'est faite, et même celle de celui qui s'est proclamé vainqueur, Joseph Kabila. Donc, cela a démontré à suffisance qu'il y avait une crise politique post-électorale. Cette crise a persisté, et elle continue jusqu'à ce jour. C'est pour ça qu'il y a eu la concorde d'Addis Abeba, et c'est pour ça qu'on a vu ici l'année dernière le ballet diplomatique emmené par les différents représentants de la communauté internationale. Nous en avons parlé. Donc c'est clair que quand on est un parti politique responsable et qu'on veut regarder l'avenir, on peut revoir certaines positions, et une personne ici a parlé de mettre de l'eau dans son vin. Oui, moi j'estime que nous avons mis de l'eau dans notre vin en acceptant la main tendue par la communauté internationale, parce que notre but n'est pas de déranger ou d'embêter Joseph Kabila et ses partisans, n'est pas de terroriser la population et de la maintenir dans cette situation de prise en otage par le pouvoir. Mais notre but, c'est de trouver des solutions pour sortir de la crise. Et donc, si cela doit passer par discuter avec ceux qui, à nos yeux, sont les responsables de cette crise, mais nous le faisons parce que nous sommes un parti politique d'abord non violent, et ensuite responsable et qui veut le bien de ce peuple. Donc pourquoi on doit rester dans ses égos en disant oui, j'ai gagné, donc je ne discute pas? Non, ça n'a pas de sens. Dans la mesure où les autres ont quand même une capacité de nuisance, et ils l'ont prouvé. Donc nous allons à ce dialogue, non pas pour faire ami avec Joseph Kabila et partager ensuite les Marocains ministériels, mais nous y allons parce que nous sommes soucieux du devenir de ce pays. Surtout que ça soit pour l'intérêt de la population. Absolument, c'est pour l'intérêt de la population. Et nous trouvons injuste ce procès ce procès d'intention qui nous est fait, parce que tout simplement, nous voulons le bien de cette population. Nous avons eu des élections chaotiques. Des gens ont perdu leur vie. Et les rapports des organisations des droits de l'homme l'ont établi. Il y a eu des dizaines, voire des centaines de morts avant, pendant et après les élections de 2011. Ce scénario, nous ne voulons plus le revivre dans ce pays. Voilà pourquoi nous pensons qu'un dialogue
franc et sous l'égide de la communauté internationale, j'insiste, et non pas sur l'initiative de Joseph Kabila, sous l'égide de la communauté internationale, ce dialogue nous permettrait à ce moment-là de sortir ou de baliser plutôt la voie pour une sortie de crise. Voilà, on va prendre une dernière série des auditeurs parce que c'est leur émission. Madame Marie-Jeanne de Lumbashi, Albert de Kisangani et Paulin de Kinshasa. Madame Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour. Vous avez la parole. Bonjour. Ah, merci. Je voudrais dire bonjour à Félix Tshisekedi. En tout cas, je le félicite. Et je dis vraiment bonjour à papa Tshisekedi Etienne, que Dieu le garde vraiment jusqu'à 2000. Oui, Madame Marie, allons droit au but. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Maman, écoute d'abord. Allez-y. Maman maraîchère. Allez-y. Aller droit au but. Allez-y. Nous voulons que ce dialogue puisse se dérouler vraiment. Nous cherchons ça pour que Kabila ne puisse plus passer. Nous souffrons, nos enfants souffrent, papa. Qui se dit là-bas que vous voyez s'il passe. Il n'a rien, il n'a pas encore des enfants. Il a beaucoup d'argent. Il est là pour le bien de la population. C'est ce qu'il cherche, c'est tout. Ce n'est pas les dernières mains de la page. Non, madame, on ne peut pas débattre sur les individus. Il ne faut pas personnaliser les débats. Madame, donc vous êtes d'accord pour qu'il y ait pour la tenue de ce dialogue, c'est ça, hein? Vous voulez qu'il y ait ce dialogue? Merci. Le dialogue. Merci beaucoup, Madame Marie-Jeanne, d'avoir appelé de Lumbashi. Albert, vous êtes à Kisangani, bonjour. Bonjour. Vous avez la parole, Albert. Oui, merci beaucoup, M. JR. Je salue d'abord l'invité Félix Tshisekedi. Et puis, le dialogue en soi n'est pas mauvais. Comment peut-on aller aux élections provinciales sans que les affaires qui ont atteint l'âge de 18 ans ne sont pas recensées? En plus, est-ce qu'il y a suffisamment de l'argent pour organiser les élections provinciales? Pour la bonne et simple raison, cette opération n'était pas programmée dans le budget de 2015. Pourquoi les ministères pour la mise des élections provinciales qui est une opération pratiquement impossible? Car à l'époque, Voilà, merci beaucoup Albert. Prenez votre mal en patience parce que la CENI nous a tous rassurés qu'il y a de l'argent, en tout cas pour organiser ces 7 scrutins prévus donc cette année et l'année prochaine. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour cela, Albert. Donc je crois que nous irons aux élections par rapport à ça et vous avez suivi la position même de l'UDPS par la bouche de cadre du parti, Félix Tshisekedi, qui est notre invité, qui a même annoncé qu'il y a déjà une option qui a été levée au sein du parti pour que les candidatures soient déjà accréditées auprès de la CENI. Merci beaucoup. Alors Paulin, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Paulin. Bonjour à vous aussi. Vous avez la parole, Paulin. Après avoir suivi les uns les autres, est-ce que vous êtes d'avis qu'il soit tenu, en tout cas ces dialogues, ou peut-être vous avez un avis contraire qui rejoint pratiquement celui de ceux qui pensent que c'est pour favoriser un éventuel glissement du mandat du président actuel? Bon, moi je veux être clair avec vous, je ne pense pas qu'il y aura glissement parce que la loi est claire. Kabila, son mandat se termine en 2016. Que les élections se tiennent ou pas, Kabila doit partir. Mais ce que nous devons dire, ce n'est pas Kabila qui convoque, ce n'est pas Kabila qui appelle les gens au dialogue. Ce sont les résolutions, la résolution 2098 qui convoque les dialogues. Donc, c'est-à-dire que les dialogues inclusifs, pas exclusifs, comme on le voit maintenant. Il y a quelqu'un, quand il a convoqué les concertations nationales qui Oui, Paulin, s'il vous plaît, Paulin. Qu'attendez-vous par dialogue inclusif? Ça doit regorger tout le monde. Tout le monde en 10 jours. Mais en 10 jours, comme et même le mouvement, le regroupement armé, parce que maintenant vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des exactions à Lubumbashi. Il y a des exceptions, il y a des Katakatanga qui sont là, tout le monde a une revendication. Mais Paulin, est-ce possible d'associer tout le monde et en 10 jours baliser le schéma? Mais bien sûr que oui. En 10 jours. Oui, parce que c'est un dialogue. Le dialogue, c'est quand on parle, quand on se parle en face, on dit toute la vérité. Moi, je pense que Félix a aussi raison, quelque part. Est-ce que vous savez nous devons convoquer nous devons passer voilà, merci beaucoup pour quelqu'un, excusez-moi, il y a quelqu'un, un homme politique, lors des concertations nationales, Joseph Olengampo, c'est qu'il a dit que l'affaire des concertations n'avait pas à avoir lieu
Parce que le problème, c'est que Tshisekedi est Kabila. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde vient de nous rejoindre à ce monsieur. Voilà, merci beaucoup pour l'air. Merci beaucoup pour l'air. On prend Félicien qui est à Kinshasa, on termine avec lui. Félicien, vous êtes avec nous, à Kinshasa ici. Bonjour Félicien. Bonjour Gérard, bonjour à l'invité, à tous les auditeurs. Vous avez la parole Félicien. Merci, moi j'ai pas fait de temps, mais je vais vous dire que nous sommes dans un pays où il y a un problème d'hommes, la République démocratique du Congo. Je sais que ce dialogue-là va aboutir par un gouvernement d'union nationale ou par un gouvernement de transition, parce que nos hommes politiques, ils sont toujours comme ça, ils sont toujours les mêmes. Ils disent non, 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 non. Mais derrière ces non-là, c'est les oui. Quand ils disent oui, oui, derrière les oui, c'est les non. Mais moi, ce que je regrette, c'est que ce dialogue devait commencer au lendemain des élections contestées de 2011. C'est à ce moment-là qu'on devait former le gouvernement d'union nationale pour faire une transition qui devait baliser la voie à des bonnes élections démocratiques, transparentes, des élections qui devaient changer les choses dans ce pays. Mais à ce moment-là, c'est que la majorité disait que c'est eux qui ont gagné, ils peuvent composer avec personne. C'est que l'opposition disait non, c'est eux qui ont gagné, c'est que les présidents et tout ça. Et on est resté là, on a perdu tout le temps. Et aujourd'hui, ils commencent maintenant à revenir à la raison. Ils vont faire le dialogue, ils vont finir par le gouvernement de l'Union nationale, ça je l'ai dit, et vous allez vérifier ça. Mais si c'est pour leur intérêt, c'est ça qui est malheureux. Mais si c'est pour qu'on change les choses une bonne fois pour toutes dans ce pays, pour que nous puissions avoir des élections crédibles dans l'avenir et que nous puissions plus avoir des contestations, le gouvernement de l'Union nationale n'est pas malvenu. Et même si ça doit prolonger le mandat de Kabila, c'est pas la fin du monde. Il ne faudra pas qu'on dise non, on va prolonger. Parce que s'ils veulent le prolonger aussi par la force, ils le prolongeront parce que tout ce qu'ils ont eu avant, c'était par la force depuis 2016 et nous en sommes là. Mais ce sont surtout ce qui peut changer les choses dans l'avenir pour qu'on revienne plus dans ce que nous avons. C'est ça que les Congolais doivent viser et non pas regarder les glissements. Mais ce qui est important pour l'intérêt général. Voilà ce que je peux dire en peu de temps parce que vous m'avez pas donné assez de temps. Voilà, merci beaucoup Félicien d'avoir été le dernier auditeur à pouvoir échanger avec nous dans cette émission Parole aux auditeurs. Nous revenons dans ce studio avec vous, Félix Tshisekedi. Vous avez suivi les uns les autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et il y a beaucoup de gens qui redoutent qu'il y ait en tout cas glissement ou encore qu'il n'y ait pas de résultats escomptés ou peut-être des dialogues qui ne vont qu'aboutir à la mise en place d'un autre gouvernement de cohésion nationale. Quelles sont les garanties que vous donnez aux uns aux autres? Je donne ici des garanties qui sont celles de l'UDPS. Dans notre feuille de route, on ne voit nulle part une proposition d'aller dans un gouvernement d'union nationale. Parce que, à ce stade-ci, nous n'en voyons pas l'utilité. Il y a moyen d'avoir un dialogue et de terminer ce dialogue dans la paix et la réconciliation, baliser la voie pour un processus électoral apaisé et crédible et attendre tranquillement les élections de novembre 2016. Donc nous pensons que cela est possible et qu'il n'est pas du tout utile de se lancer dans la polémique à ce stade, j'entends. Mais par contre, c'est vrai que à partir d'un certain seuil, et l'UDPS tirera la sonnette d'alarme, nous communiquons à ce moment-là, le dialogue ne sera plus possible sans qu'il ne puisse donner lieu à un glissement. Et ça, nous ne voulons pas en être responsables. Voilà pourquoi nous souhaitons, et nous avons fait une énorme pression diplomatique depuis l'année dernière pour que la communauté internationale prenne les choses en main et aille de l'avant de manière plus courageuse, j'entends, parce que nous avions l'impression que celle-ci hésitait, ne savait pas par où prendre le taureau, par quelle corne prendre le taureau. Et donc, nous l'avons invité à prendre plus de responsabilités. Nous nous réjouissons de voir que ces derniers temps, il y a eu quand même quelques prises de position, notamment du représentant spécial ici, M. Kobler, et aussi la visite du secrétaire général adjoint, M. Lassou, qui vraiment ont poussé dans ce sens, c'est tant mieux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer parce que c'est maintenant qu'il faut le dialogue.
Après, ce sera trop tard. Après, nous ne pourrons plus accepter le dialogue. Il ne faudra pas venir faire le procès à l'UDPS en disant oui, mais ils ont réclamé le dialogue et maintenant qu'on leur fait le dialogue, ils ne veulent plus. Non, à ce moment-là, nous ne voudrons plus du dialogue parce qu'il y aura le glissement. Et j'aime bien l'intervention du dernier auditeur qui parle de scénarios possibles, hein, donc glissement, pas glissement, etc. Et moi, là où je suis d'accord avec lui, c'est lorsqu'il dit qu'il faut que tout ceci se passe dans l'intérêt de la population. Et là, je voudrais l'apaiser pour lui dire que l'UDPS a toujours lutté pour l'intérêt de la population. Ça fait 33 ans que nous sommes au combat, 33 ans que nous sommes constants dans notre revendication. Nous avons participé au premier dialogue de l'histoire de la République, enfin, le dialogue démocratique, c'était récemment la CNS. Là, il y a eu effectivement un gouvernement d'union nationale. Attendez, je termine rapidement. Le dialogue intercongolais, nous y avons participé, vous avez vu que nous n'avons pas fait d'attachement au poste. Et donc, nous, ce qui nous importe le plus ici, c'est l'intérêt supérieur de la nation et non nos intérêts personnels. Félix Tshisekedi, merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Oui, j'espère. Voilà. Merci à Dieudonné Nyangasa d'avoir assuré la mise en œuvre de ce programme. Pierrot Elamégé et Julie Feza-Bungonda l'ont réalisé. Cette émission vous a été présentée, coordonnée par J.R. Lugembo sous la supervision d'Elola Moulamba. On se retrouve demain dans un autre débat. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.